Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes genres de prédilection quand j'étais plus jeune. Il s'agit des romans historiques. J'en ai lu énormément et j'en lis beaucoup moins aujourd'hui, mais je vous l'ai déjà dit, c'est parce que je me suis beaucoup diversifiée, donc j'ai envie de lire de tout, ce qui fait que les romans historiques, j'en lis beaucoup moins. Mais en regardant un petit peu dans ma bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de sagas qui m'avaient marquée. Et il y en a que j'ai pu lire et relire plusieurs fois, notamment une que je vous présenterai et que j'ai dû lire au moins 10 fois, sans exagérer. J'ai pas vraiment d'époque de prédilection. Il fut un temps, c'était plutôt l'époque moderne, la royauté, Louis XIV, etc. Tout ça, ça me parlait beaucoup, ça me plaisait beaucoup. Mais j'ai vraiment lu de tout. Et je me suis rendu compte justement que dans mes petites sagas de prédilection là que je vais vous présenter, en fait il y en avait quasiment une par période historique. Et là tout de suite mon côté maîtresse est ressorti. J'ai décidé de vous les présenter dans l'ordre des périodes historiques. Down by the river, by the boat, where everybody goes to be alone. Et c'est parti pour la première période historique. Il s'agit de la préhistoire, car oui, j'ai trouvé une saga qui se passe pendant la préhistoire. Alors je pense qu'il n'y en a pas des masses, mais celle-ci vraiment je l'adore. Il s'agit des Enfants de la Terre, donc ça c'est Ayla. Alors Ayla l'Enfant de la Terre, ça c'est vraiment une vieille édition. Le titre général de la saga, ce sont les Enfants de la Terre, et le premier tome normalement c'est le clan de l'ours des cavernes. Le premier tome est sorti en 1980, l'autrice c'est Jean M. Howell, qui est américaine. Elle a sorti le dernier tome, donc il y en a 6, elle a sorti le dernier tome en 2011 et elle a effectué énormément de recherches sur cette période, qui est une période quand même assez méconnue. Alors les recherches du coup datent un petit peu, donc je pense qu'il y a des choses qui ont été découvertes depuis qui font que peut-être la perspective pourrait changer, mais on sait qu'elle a fait énormément de recherches quand elle a écrit ses livres. Elle a assisté à des conférences, elle a rencontré des chercheurs, elle a été visiter des sites préhistoriques, notamment en France. Elle est venue jusqu'en France pour visiter des sites puisqu'elle s'est inspirée de certains sites, parce que ça se passe en Europe. Elle a lu aussi beaucoup d'ouvrages, enfin bref, tout ce qu'on trouve dedans n'est pas vrai, évidemment, c'est romancé, mais il y a quand même une solide base de connaissances historiques qui font que on sait qu'on apprend quand même des choses, notamment l'invention de certains instruments qui sont faits pendant le roman. On sait qu'ils sont datés à peu près de cette époque-là. Donc en fait, elle a pris toutes les connaissances qu'on avait à l'époque où elle a écrit les livres sur la préhistoire, et autour de ça, elle a créé son histoire, et l'histoire, elle est absolument passionnante. Donc non seulement c'est passionnant à découvrir comme monde, parce que on connaît pas du tout, pas très bien comment ça se passait et tout ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont réelles, la façon de vivre, les habitations, les vêtements, les ossements, la santé, comment on utilisait les plantes, ce qu'on mangeait, etc. Enfin tout ça, on le sait, il y a eu des recherches qui ont été faites, des sites qui ont été explorés, etc. Donc on sait déjà quand même beaucoup de choses. Et elle s'est basée là-dessus, donc c'est quand même la base scientifique, historique est quand même très très solide. Alors l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille, Ayla, qui à 5 ans va subir un tremblement de terre qui va totalement la séparer de sa famille. C'est vraiment le tout début. Elle s'est éloignée du camp pour aller jouer. Et il y a un tremblement de terre qui survient, et en fait elle se rend compte que le camp où elle habitait disparaît totalement. Et elle va essayer de survivre pendant plusieurs jours. Elle va se faire attaquer par un lion des cavernes. Elle va se cacher dans une toute petite anfractuosité de la roche qui va lui permettre de survivre. Mais elle va être totalement affaiblie, et en fait elle va être trouvée par un peuple qui va l'accueillir et qui va l'adopter. Et en fait il se trouve que Ayla, elle fait partie des hommes de Cro-Magnon, donc elle est Homo sapiens, c'est-à-dire notre ancêtre direct à nous. Et elle va être adoptée par un clan de Néandertal. Donc les hommes de Néandertal, ce ne sont pas des ancêtres à nous, ils ont vécu en même temps que les Cro-Magnons. Et en fait, c'est l'homme de Néandertal, c'est une branche des humains qui s'est éteinte. On ne sait pas trop pourquoi. Et qui, du coup, les deux ne se ressemblent pas vraiment. Les hommes de Néandertal sont plus arqués, plus massifs, ils ont beaucoup plus de musculature, une plus forte ossature. Et ils ont des cordes vocales qui sont légèrement atrophiées par rapport aux nôtres, donc on sait qu'ils parlaient peu. Et donc Ayla, elle a 5 ans, donc elle va totalement oublier sa première famille. Elle va essayer de grandir dans ce clan. Elle va être adoptée par Isa, qui est la guérisseuse du clan, et par Kreb, qui est le Mogur. Donc le Mogur, c'est un peu le sorcier chaman du clan.
Isa et Crêpe sont frères et sœurs, ils sont pas en couple, on va dire. Ils n'ont pas d'enfants, donc ils vont adopter Ayla tous les deux et ils vont lui permettre de grandir. Ils vont lui apprendre énormément de choses. Isa va lui apprendre toutes les plantes pour guérir, etc. Comment faire pour faire des expériences, pour savoir si une plante est comestible ou pas. Et Crêpe, lui, va plus lui apporter un côté spirituel. Et elle va vivre dans ce clan, elle va grandir tant bien que mal parce qu'elle ne comprend pas toujours la façon dont fonctionne le clan. Elle peut parler, elle rit, elle est beaucoup plus bruyante que les hommes et les femmes du clan, donc ils ont un petit peu du mal à comprendre comment elle fonctionne. Et voilà, je vous en dis pas plus. En fait, l'histoire, c'est le synopsis, c'est ça. C'est l'histoire de Ayla qui va grandir dans le clan. Donc ça, c'est le premier tome. Et il y a ensuite un tome 2, La vallée des chevaux. Le tome 3, Les chasseurs de mammouths. Le tome 4, Le grand voyage et le retour d'Ayla, que j'ai en 2 tomes. Et le tome 5, Le pays des grottes sacrées. Enfin non, le tome 6 du coup. Ouais, Le pays des grottes sacrées. Alors vous voyez que mes éditions, elles sont un petit peu faites de bric et de broc. Ça, c'est quand j'étais plus jeune. J'achetais comme ça venait. Donc là, je suis un peu triste de ne pas avoir les mêmes éditions. Mais non, je ne vais pas non plus les racheter. Donc voilà, bref, c'était une petite aparté sur la valeur esthétique de ma collection. Alors, pourquoi j'ai aimé ce livre? Donc, toutes les sagas que je vais vous présenter, je vais essayer de mettre en avant les raisons pour lesquelles j'ai aimé le livre. Et à chaque fois, je vais développer 4 points. Donc, la construction du monde. Alors, on n'est pas dans de la fantaisie, mais le monde qui est autour, l'univers qui est autour, les personnages, l'intrigue et l'écriture. Donc, pour ce qui est des enfants de la Terre, la construction du monde, voilà, je l'ai dit, on est dans un monde préhistorique que je connais très mal. Donc on découvre beaucoup de choses, il y a énormément de détails sur la façon de vivre. Elle a vraiment, on voit qu'il y a des choses qui sont réelles, on voit pour certaines choses, elle a un peu extrapolé par rapport à ce qu'on savait. Les relations entre les personnages, la plupart des personnages sont vraiment bien développés. Il n'y a pas que Ayla, en fait, on suit Ayla à chaque fois, mais Isa et Crêpe, par exemple, on sait bien comment ils fonctionnent, leur caractère. Tout le monde a un caractère bien affirmé que l'on peut reconnaître et c'est vraiment agréable de le lire. Donc là, du coup, je suis déjà passée dans la partie 2 sur les personnages. On s'identifie beaucoup à Ayla parce que ce qui est bien, c'est qu'elle découvre ce monde avec nous puisqu'elle ne fait pas partie du clan des Néandertals. Elle va découvrir ce monde en même temps que nous, on va le découvrir. Donc c'est pour ça qu'on peut totalement s'identifier à elle et ses incompréhensions et la façon de vivre, les choses qui lui paraissent bizarres. Et quand on va arriver dans les tomes suivants, on comprend dans le premier tome qu'elle va pas pouvoir rester dans le clan toute sa vie parce que ça va pas, elle grandit et il y a des choses qui vont pas aller, qui vont mal se passer. Et elle va aller à la recherche des gens qui sont comme elle, donc c'est-à-dire plutôt les Cro-Magnons, les Homo sapiens. Et sauf que comme elle n'a pas grandi avec ces gens-là, elle va en rencontrer un certain nombre et à chaque fois, elle va apprendre d'eux, elle va aller dans différentes communautés et à chaque fois, elle va apprendre des nouvelles choses. C'est comme si à chaque fois, c'était une enfant qui doit apprendre comment vivre. Voilà pourquoi c'est hyper facile de s'identifier à Ayla et c'est un personnage qui est très très attachant et que moi, j'ai adoré suivre de A à Z. Ensuite, pour ce qui est de l'intrigue, alors il ne faut pas s'attendre à avoir une intrigue très palpitante avec une histoire qui doit se résoudre à la fin, c'est-à-dire comme s'il y avait comme un polar où clairement il y a un meurtre au début et à la fin on s'attend à ce que le meurtre soit élucidé. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment la vie d'Ayla. Ayla va grandir, va découvrir le monde autour d'elle, va essayer de s'adapter, va y arriver plus ou moins. Elle va apprendre des choses, elle va rencontrer des gens, elle va faire des choses auxquelles personne n'a jamais pensé, ni dans le clan, ni dans les Homo sapiens, parce que elle n'a pas cette culture dès l'enfance de comment on est censé vivre quand on est dans un clan néandertal, ou comment même on est censé vivre quand on est dans un clan Homo sapiens. Elle a ni l'un ni l'autre. Donc, elle va tester des choses que peut-être personne n'aurait testé à sa place. Par exemple, elle va domestiquer un cheval. Et avant, les chevaux, ils étaient chassés. Ils n'étaient pas domestiqués. Le fait de domestiquer un animal, ça n'existait pas. Et Ayla, elle, à un moment, elle va être dans un moment où elle va être très seule. Et elle va sentir un besoin d'avoir des contacts. Et puis, sauf qu'il n'y a pas d'humain autour d'elle.
et elle va rencontrer une jument qui va pouliner. Et en fait, elle va prendre soin du poulain parce que la jument va mourir ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus trop, mais... Et naturellement, elle va se retrouver avec... Et elle dit pas, c'est une jument domestique. C'est pas, elle me sert à... C'est non, c'est mon ami. C'est ce cheval-là, cette jument, c'est mon ami. On vit ensemble, on grandit ensemble, on apprend ensemble. Et voilà, donc elle va faire plein de choses comme ça. Elle va devoir, pour survivre, en fait, elle va devoir se débrouiller. Elle va devoir tester des trucs. Et donc, elle va inventer des choses. Elle va inventer des concepts. Et ça, ça aussi, c'est hyper intéressant et c'était hyper chouette à suivre. Donc voilà pour l'intrigue, ne vous attendez pas à une intrigue avec des rebondissements sans cesse. Alors, il se passe plein de choses, hein. Il y a de l'action, mais c'est dans les interactions avec les personnages. Et enfin, pour ce qui est de l'écriture, le vocabulaire est assez simple. Les phrases sont bien écrites, donc c'est très facile à lire. Alors, j'entends que... Là, je suis partie sur des sagas, donc j'entends qu'une saga, là, de 6 tomes, ça peut faire peur, parce que, voilà, c'est long, on se dit dans quoi on se lance, mais vraiment, là, c'est très très bien écrit. J'ai décidé aussi de vous lire à chaque fois le premier paragraphe à peu près du livre pour que vous voyez un peu justement cette écriture, comment elle est. L'enfant nu quitta la hutte tendue de peaux de bête et courut vers la crique abritée au creux d'un méandre de la rivière, sans même jeter un regard derrière elle. Rien ne l'avait préparé à éprouver le moindre doute quant à la pérennité de son refuge et de ceux qui vivaient avec elle. Donc vous voyez, c'est bien écrit, assez simple, mais ce sont quand même des belles phrases. Et alors, vous avez envie de savoir la suite ou pas? Dites-moi. Down to the river we will run. Maintenant, nous passons à l'Antiquité et j'ai choisi de vous présenter une saga de Christian Jacques, la saga de la Pierre de Lumière. Alors, Christian Jacques, il en a écrit pas mal. La plus connue, je pense, c'est Ramsès. Donc, il écrit sur l'Égypte antique. Il est égyptologue, essayiste, romancier, un peu tout ça. Certains égyptologues trouvent qu'il simplifie un peu trop, il vulgarise un peu trop, mais il s'en cache pas puisque pour lui, ce qu'il écrit, ce sont des romans. Donc il assume le fait de vulgariser ses connaissances en Égypte antique. Et franchement, moi j'adore le lire. Alors Ramsès, j'ai pas lu, mais j'ai lu d'autres sagas de lui. Celle-ci, c'est celle que j'ai découverte en premier et qui m'a fait un peu rentrer dedans. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter celle-ci. Il y a 4 tomes, c'est une tétralogie. Alors, pour ce qui est du synopsis, j'en ai trouvé un qui était très chouette sur internet, donc je vais vous le lire. Dans une cité interdite de Haute-Égypte, vit une confrérie d'artisans et d'artistes chargés de creuser et de décorer des tombes de la vallée des rois afin de perpétuer leur vie éternelle. Ce village mystérieux, protégé par de redoutables gardes, porte un nom évocateur, la place de vérité. Nul ne sait ce qui s'y passe et personne n'a le droit d'y pénétrer. Ses habitants ne répondent qu'à leurs propres lois et ne dépendent que d'un seul maître, leur pharaon, Ramsès le Grand. Parmi eux, Néfer, dit le silencieux, fils d'un des maîtres du village, n'a pas entendu encore l'appel des dieux. Il choisit de courir le monde afin de chercher la révélation. Dans sa quête, il rencontre Claire, une splendide jeune femme dont il tombe fou amoureux, puis le fils d'un fermier, Ardent, qui lui sauve la vie et qui n'a qu'un seul rêve, entrer lui aussi dans la communauté. Mais l'un des gardes est assassiné. Et le soupçon s'abat sur la cité. Qui veut la détruire? Y aurait-il un traître, ou plusieurs, à l'intérieur de la place de vérité? Voilà, donc c'est le génie de Christian Jacques, c'est qu'on est sur un roman historique. Et donc, comme un peu dans Ayla, on va voir les personnages qui vont vivre, qui vont évoluer. Les 3 personnages dont on a parlé vont finir par s'installer à la place de vérité. Et donc vont découvrir ce village et sa façon de vivre et le fait d'être des artisans, de creuser les tombes des pharaons qui sont encore vivants et de les décorer, etc. Donc vraiment, c'est le village des artisans qui est dans la vallée des rois et qui s'occupe de creuser les tombes dans le plus grand secret des pharaons. Mais Christian Jacques, lui, ajoute un côté un peu policier puisqu'il va y avoir un meurtre vers le début. Et l'idée, ça va être de dire, mais qui a fait ça? Qui s'attaque à la place de vérité alors que c'est un lieu un peu saint? Donc au final, avec le meurtre qu'il y a au début, et ensuite on se rend bien compte qu'il y a quelqu'un qui veut nuire à la place de vérité, mais on ne sait pas trop pourquoi, on comprend petit à petit. C'est construit un peu comme un roman policier et avec des intermèdes plus contemplatifs où on apprend plus comment vit la communauté dans la place de vérité. Et du coup, le mélange des deux est quand même assez chouette et très prenant. Alors, pour ce qui est de l'univers, on est en Égypte antique. Je pense que ça fascine tout le monde.
les pharaons, les pyramides, etc. Et je pense que pour ça, l'univers, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin d'ajouter. Christian Jacques, il connaît son sujet, donc on sait que tout ce qu'il raconte un peu autour sur la façon de vivre, etc., des personnes, et tout ça, c'est réel. Pour ce qui est des personnages, alors là, c'est assez différent de Ayla. On est sur des personnages qui sont très manichéens. Il y a des gentils, il y a des méchants. Alors, je sais pas pourquoi, quand j'avance le livre, ma vidéo fait des choses bizarres. On verra si ça se voit. Alors, moi, j'aime moins quand les personnages sont manichéens, mais j'avoue que quand je les ai lus, ça m'a posé aucun souci. J'ai déjà relu cette saga et ça me pose aucun souci parce que c'est aussi quand même reposant d'avoir des personnages avec qui on va être à fond et les autres, les méchants, voilà, on va les détester et on va adorer les détester. Disons qu'il n'y a pas la complexité de la nature humaine, mais on n'a pas toujours besoin de complexité dans une histoire. Et ça, je trouve que c'est vraiment très simple à lire. Pour ce qui est de l'écriture, vous allez le voir, je vais vous lire le début. On est sur une écriture aussi très facile à lire. Christian Jacques, j'ai dit, c'est un vulgarisateur, donc il ne va pas compliquer son écriture et c'est pour ça qu'il a vendu énormément de livres. Alors, ce qui est bien aussi au début, c'est que là, moi j'ai une petite carte, donc on voit un petit peu où se passe l'histoire. Je vais partir directement sur le paragraphe du premier chapitre. Labourer aussitôt après l'inondation, semer, moissonner, récolter, remplir les greniers, redouter sauterelles, rongeurs et hippopotames dévastant les cultures, irriguer, entretenir les outils, tresser des cordes pendant la nuit au lieu de dormir, surveiller les troupeaux et les attelages, se soucier sans cesse de son terrain et n'avoir d'autre horizon que la qualité du blé et la bonne santé des vaches. Ardent, ne supportait plus cette existence monotone. Voilà, donc direct, on rencontre un des premiers personnages qui va être un des personnages les plus importants de la saga. Et voilà, donc je vous laisse juger, mais moi je trouve que l'écriture, elle est très très accessible et je vous conseille de le lire. Maintenant, passons au Moyen-Âge et j'ai décidé de vous présenter la saga de Ken Follett, Les Piliers de la Terre. Alors, c'est une saga sans être une saga parce qu'en fait, chaque tome peut se lire indépendamment. Et surtout, chaque tome se passe toujours au même endroit, mais pas forcément à la même époque. Donc, on retrouve vraiment le lieu, c'est plus le lieu qui est le personnage principal de la saga de Ken Follett. Alors que les autres personnages, on va pas forcément les retrouver d'une fois à l'autre. Forcément, s'il y a 2 siècles qui se sont écoulés, non seulement ils sont morts, mais en plus la plupart des gens les ont oubliés. On en parle un petit peu, ils sont évoqués de ci, de là, mais ne vous attendez pas à retrouver vos personnages comme on peut le faire dans la plupart des sagas normalement. Alors, je n'ai pas le premier tome. Je me suis rendu compte que je l'avais pas quand j'ai préparé la vidéo. Je pense que je l'ai lu chez mes parents quand j'étais plus jeune. Donc là, j'ai le tome 2, Un monde sans fin. Alors, on est sur des gros bébés quand même, hein. Voilà. Et j'ai le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui lui se passe au 18e siècle, je crois. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez, on est vraiment beaucoup avancé dans le temps. On n'est plus du tout au Moyen-Âge. Les armes de la lumière. Alors, les 5 tomes, donc le premier se passe au 12e siècle, le second se passe au 14e siècle, le troisième, Une colonne de feu, se passe au 16e siècle, le quatrième, qui est en fait un préquel, se passe à la fin du 10e siècle, donc vraiment on est de retour en arrière au Moyen-Âge, mais quand même 2 siècles avant le premier tome. Et le dernier que je vous ai montré, les armes de la lumière, se passe au XVIIIe siècle. Donc en fait, entre chaque tome, il y a 2 siècles d'écart quasiment à chaque fois. Si vous voulez vous lancer dans une saga sans trop être sûr d'aimer, et là au moins vous savez qu'avec un seul tome, vous allez au bout de l'histoire. Alors Ken Follett, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je trouve qu'il a aussi une belle écriture, il est facile à lire. J'ai lu beaucoup de ses livres aussi d'espionnage qu'il a écrit avant Les Piliers de la Terre, des livres d'espionnage qui se passent à la Seconde Guerre mondiale notamment. Et ce sont des livres que j'ai aussi beaucoup appréciés, qui sont des one-shots. Donc pareil, si vous voulez tester Ken Follett, vous pouvez partir sur ces livres d'espionnage qui se passent à la Seconde Guerre mondiale aussi, si vous préférez cette époque-là. Alors pour ce qui est des Piliers de la Terre, je vais vous lire le synopsis. Dans un royaume en perdition, morcelé par la guerre et affaibli par la famine, Tom, modeste maître bâtisseur, rêve de construire un jour la plus grandiose des cathédrales. Après avoir perdu son épouse et son nouveau-né durant un hiver des plus rudes, il échappe de peu à une mort certaine grâce à la troublante Hélène. Cette jeune femme rebelle et solitaire, vivant repliée dans la forêt avec son fils Jack, deviendra sa compagne. Ensemble, ils prendront la route bravant le froid et la misère. Pendant ce temps,
le nourrisson abandonné. Donc en fait, son nouveau-né, il n'est pas mort pendant l'hiver. Il l'a abandonné parce qu'il avait vraiment rien pour le nourrir. Sa mère était morte en couche et il savait qu'il n'allait pas réussir à le sauver. Donc il l'a laissé sur la tombe de sa mère qu'il a enterrée. Et en fait, le nouveau-né, on voit qu'il est recueilli par des moines qui le trouvent par hasard et donc il va grandir dans un monastère. Et tout le monde va se retrouver à ce monastère, Tom et sa famille, ainsi que on va suivre certains moines, plus ce nouveau-né qu'on va aussi voir grandir au final. Et donc l'histoire se passe à cet endroit-là. Et il va y avoir une catastrophe, l'église du monastère va brûler. Ce qui va permettre à Tom, qui est maître bâtisseur, de proposer ses services pour en construire une autre. Et lui, son rêve, c'est de construire une cathédrale. Et en même temps, il va y avoir une guerre de succession qui aura lieu au niveau du roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre va mourir sans héritier, donc il va y avoir une guerre de succession qui va être un peu en trame de fond. Et il va aussi y avoir, autour de ce monastère, il y a une seigneurie et 2 familles en fait vont se battre pour cette seigneurie. Donc voilà un petit peu la trame de l'histoire. Donc vous voyez, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'arcs narratifs, mais du coup on s'ennuie pas une seconde. Donc même si les tomes sont assez longs, je trouve qu'il n'y a pas de longueur, il n'y a pas d'énormes descriptions où on s'ennuie. Parfois je sais que ça peut être le cas. Là il y a vraiment tout le temps de l'action, il se passe tout le temps des choses. Donc voilà pour ce qui est de l'intrigue. Pour ce qui est de l'univers, on est sur un univers du Moyen-Âge, donc je pense que rien que de découvrir cet univers-là, moi c'est un univers que j'ai toujours adoré. En fait, j'ai fait des études d'histoire et j'adorais j'adorais mes cours parce que je me disais juste, mais en fait, mes études, c'est juste d'écouter des gens qui me racontent des histoires. C'est trop bien. Et donc c'est pour ça que lire des romans historiques, pour moi ça a toujours été la même chose. J'ai l'impression d'apprendre en même temps que je me divertis. Donc vraiment c'est gagnant-gagnant. Donc pour ce qui est des personnages, de nouveau, comme avec Christian Jacques, on se retrouve avec des personnages très manichéens. Un peu moins caricaturaux quand même que dans La Pierre de Lumière. Parce que dans La Pierre de Lumière, les gentils sont très 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 gentils. Les méchants sont très 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 méchants. Donc là, c'est pas tout à fait le cas. C'est manichéen parce que on identifie très facilement qui sont les gentils avec qui on va s'identifier. Et qui sont les méchants qui sont vraiment pas cool. Mais disons que là, on a quand même plus une complexité de la nature humaine. Les gentils vont faire des choses pas toujours très très cool. Alors parce qu'ils n'auront pas le choix, parce que ils seront en plein dilemme, parce que ceci, parce que cela. En fait, disons que les gentils ont plutôt toujours de très bonnes raisons de faire des choses qui sont un peu juste au niveau de la morale, on va dire. Alors que les méchants, à chaque fois on va mettre des guillemets à gentil et à méchant, c'est un peu facile, mais là pour le coup c'est vrai que c'est très très manichéen, donc c'est assez facile de les utiliser. Les méchants, encore une fois, là pour le coup, ils veulent du pouvoir, ils veulent de la richesse. Et quitte à écraser les autres tout autour d'eux, ça ils en ont absolument rien à faire. Donc c'est surtout ça la différence entre les personnages. Dans les actions, il va y avoir du mauvais même chez les gentils, mais disons que l'intention n'est pas de faire du mal. Alors que les vilains, eux, non, ils font pas de sacrifice. Des fois ils perdent et parfois ils gagnent, mais c'est toujours pour leur propre bien à eux, tout à fait égoïste. Donc voilà pourquoi je parle des méchants et des gentils. Pour ce qui est de l'intrigue, je vous en ai déjà parlé. Et l'écriture, je trouve, comme Christian Jacques, c'est vraiment facile à lire. Je pense que c'est ça aussi qui fait des best-sellers, c'est que c'est des livres qui sont faciles à lire. Donc là, comme j'ai pas le premier tome, j'ai retrouvé le premier chapitre. Et donc j'ai juste pris pareil, le tout début. Donc il y a un prologue aussi que je ne vous lis pas. Parce que j'avais envie de vous lire plutôt le paragraphe qui vous fait vraiment rentrer dans l'histoire et rencontrer les premiers personnages. Dans une large vallée, au pied d'une colline en pente douce, Tom bâtissait une maison auprès d'un torrent. Les murs montaient vite. Ils avaient déjà 3 pieds de haut. Les 2 maçons que Tom avait engagés travaillaient avec ardeur sous le soleil, étalant le mortier, puis l'aplatissant avec leur truelle, tandis que leur manœuvre suait sous le poids des gros blocs de pierre. Alfred, le fils de Tom, préparait le mortier en comptant tout haut les pelletées de sable. Un charpentier, occupé à l'établi auprès de Tom, découpait avec soin une longueur de bois de hêtre avec une herminette. Voilà, donc là on rentre dans l'action. Directement, on n'est pas sur une description, on rencontre tout de suite les personnages et ça je trouve ça bien aussi de commencer directement où il se passe quelque chose dans l'histoire. On arrive sur une scène qui est déjà en train de se dérouler. Ça j'aime bien aussi quand ça se passe comme ça.
Je vois que ma vidéo est déjà très très longue, je dois être déjà à facilement une demi-heure. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai présenté les 3 périodes historiques, la préhistoire, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Je vous ai présenté ces 3 sagas. Dites-moi en commentaire s'il y en a que vous connaissez, si vous les avez lus, si vous les avez aimés ou si vous avez envie de les découvrir. N'hésitez pas à me conseiller d'autres sagas qui vous ont plu dans ces périodes historiques parce que vous voyez, je suis pas regardante, j'aime lire vraiment à toutes les périodes. Donc si vous avez d'autres sagas à me proposer ou même des one-shots, surtout n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous pour la suite de cette vidéo très bientôt. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.